Je m'y attendais, non pas d'une manière grandiose et dramatique, ce n'est pas comme si j'avais une application de compte à rebours ou quoi que ce soit du genre. Mais j'avais libéré mon agenda, acheté les ingrédients pour cette farce aux romarins qu'ils demandent toujours, même s'ils n'ont jamais souvenir que c'est moi qui la prépare. J'avais trouvé un cadeau pour tout le monde, y compris mon frère, qui a dit un jour que les cartes cadeaux n'avaient pas d'âme et qui m'en a ensuite offert une pendant 3 Noëls d'affilée. Je m'étais même acheté un nouveau pull, vert forêt, simple, doux, le genre que l'on porte lorsqu'on essaie d'avoir l'air festif sans trop en faire. J'avais une valise faite et posée près de la porte. J'étais prête. Alors, quand mon téléphone a sonné 3 jours avant Noël et que j'ai vu le nom de mon frère, j'ai supposé que c'était pour coordonner le covoiturage ou pour me demander si je pouvais apporter des serviettes supplémentaires, quelque chose de normal. Salut, a-t-il commencé, avec ce ton désinvolte et performatif qu'il utilise lorsqu'il est sur le point de dire quelque chose d'horrible et qu'il veut que tu le remercies pour la façon dont il l'a exprimé. Alors, écoute, Sienna vient pour Noël, n'est-ce pas? Tina, la nouvelle petite amie, photographe, illusionniste, un truc dans le genre à Soho. Je l'avais vue taguer sur exactement une photo de famille, et même sur celle-ci, elle semblait briller sous un meilleur éclairage que le reste d'entre nous. Elle est très sensible à l'énergie, a-t-il poursuivi. Genre, l'ambiance d'une pièce compte vraiment pour elle. Je suis restée silencieuse. Et tu sais, avec ton travail, c'est parfois un peu lourd. Voilà le mot, lourd. Pas tu es une brillante médecin qui travaille avec des patients âgés et améliore leur qualité de vie là où d'autres abandonnent, juste lourd. L'équivalent humain d'une serviette mouillée dans son esthétique Instagram. Je pense juste, pour son bien, a-t-il dit, qu'il serait mieux que tu sautes celui-ci. Ce n'est rien de personnel. Ce qui est toujours un code pour dire que c'est absolument personnel, ils ne veulent simplement pas t'entendre te plaindre à ce sujet. Je crois avoir murmuré quelque chose comme « d'accord ». Je ne m'en souviens vraiment pas. J'avais les oreilles qui bourdonnaient un peu. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. Parce que, bien sûr, elle l'a fait. C'est la chorégraphie. Chérie, a-t-elle commencé, douce et mielleuse comme si elle n'était pas sur le point de me lancer une grenade dans la poitrine. On essaie juste de faciliter les choses pour tout le monde. Tu sais combien elle est sensible, et Dorian fait vraiment des efforts avec celle-ci. Celle-ci. Comme si j'étais une chienne recueillie dont on espérait qu'elle n'urinerait pas sur le tapis. Si tu viens, cela pourrait créer de la confusion, a-t-elle dit. Honnêtement, on n'ouvrirait probablement pas la porte, juste pour que tout le monde se sente à l'aise. Bien sûr. Parce que ma présence gâcherait le confort des personnes qui ne me voulaient même pas là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé comment il pouvait me dire ça. J'ai juste dit, d'accord et j'ai raccroché. Puis je me suis assise sur le canapé, j'ai regardé le curseur clignotant sur l'écran de mon ordinateur portable et j'ai ouvert mon application bancaire. Paiement de l'hypothèque, annulé. Remboursement du prêt automobile, annulé. Fonds de réserve pour l'entretien de la maison, gelé. La fuite de plomberie que j'ai payée l'automne dernier, soudainement plus mon problème. La batterie de voiture que j'ai remplacée au printemps dernier, bonne chance la prochaine fois qu'elle tombera en panne. Il ne le sentirait pas immédiatement. C'est ce qui se passe lorsqu'on est silencieusement utile, personne ne s'en rend compte jusqu'à ce que le silence leur coûte quelque chose. Et j'en avais fini d'être utile. Je n'ai rien publié à ce sujet. Je n'ai envoyé de SMS à personne. J'ai simplement éteint les lumières du sapin dans mon appartement, rangé les cadeaux que j'avais emballés et je me suis couché tôt, seul la veille de Noël. Je pensais que ce serait le pire. Puis l'appel est arrivé. C'était le lendemain de Noël, en milieu de matinée. J'étais en leggings et un sweat à capuche extra large, mangeant une tartine froide et essayant de me convaincre que j'allais bien. Le nom de ma mère est apparu à l'écran. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Et encore. Puis un SMS, peux-tu répondre? Tu as déjà fait assez de mal. Mon estomac s'est noué. Quelques minutes plus tard, ma tante Sharon, la seule parente qui envoie encore des cartes d'anniversaire, m'a appelé. J'ai répondu cette fois. Sa voix était basse, presque hébétée. Que s'est-il passé hier, a-t-elle demandé. Ils disent que tu as gâché Noël, mais tu n'étais même pas là. J'ai cligné des yeux. Je l'ai gâché? Quelque chose s'est passé avec Sienna, a-t-elle dit. Elle est partie tôt. Il y a eu des cris. Et puis ton nom est sorti. C'est tout ce qu'elle savait. Pas de détails.
Juste assez pour allumer une allumette dans mon cerveau, et soudain, je ne pouvais plus m'empêcher de me demander, qu'est-ce que Sienna a vu? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Pourquoi m'accusait-on, encore une fois, d'un désastre auquel je n'avais même pas été invité? J'ai regardé ma tartine froide et, pour la première fois depuis que ce pull était retourné sur son cintre, j'ai souri. C'est drôle comme les histoires de famille ressemblent toujours à des contes de fées quand quelqu'un d'autre les raconte. Demandez à n'importe qui de ma famille et on vous dira que Dorian était le garçon en or, brillant, talentueux, sensible, le bébé miracle arrivé tardivement après des années d'essai. J'étais l'aîné, la répétition générale, la silencieuse qui lisait trop et souriait trop peu. Dès le début, il ne pouvait rien faire de mal. Quand il avait 6 ans et qu'il a dessiné sur le mur du salon avec un marqueur permanent, c'était l'expressif. Quand j'ai cassé un bol en céramique en essayant d'aider à mettre la table, c'était maladroit, négligent, tu dois faire plus attention. Quand il est rentré de l'école avec un ruban de participation, il est resté sur le réfrigérateur pendant une semaine. Quand j'ai ramené un bulletin scolaire parfait, il a été rangé dans un tiroir. Une fois, je l'ai laissé sur la table de la cuisine, en espérant qu'on me pose des questions à ce sujet. Ils ne l'ont pas fait. Ils aimaient dire aux gens que Dorian était l'artistique, qu'il avait l'œil pour la couleur, qu'il ressentait les choses profondément. Une fois, j'ai trouvé mon carnet de croquis dans la corbeille à papier sous une pile de publicités d'épicerie. Ils ont dit qu'ils pensaient que c'était du papier brouillon. Je suis entré directement à la faculté de médecine. Pas d'année sabbatique, pas de deuxième essai. Je me souviens être entré dans la salle à manger avec ma lettre d'acceptation. Ma mère a dit « Waouh, c'est intense. Tu devras faire très attention à ne pas t'épuiser. » Pendant ce temps, Dorian a changé de voie 3 fois et a fini par abandonner au milieu de sa 3e année pour se consacrer à la direction créative. Il a réemménagé à la maison. Ils ont transformé mon ancienne chambre en son atelier. Cette année-là, ils lui ont organisé une fête. Une fête de retour à la vie, avec des ballons. Je n'ai pas été invité. Il y a une photo qui trône dans un cadre sur la table du couloir de mes parents. C'est Dorian à 23 ans, tenant un pinceau et souriant comme s'il venait de guérir le cancer. Ma mère a dit un jour à une voisine qu'il était né pour diriger avec vision. La même semaine, j'ai publié un article dans une revue médicale sur l'intervention précoce dans la perte de mémoire. Personne dans ma famille n'en a parlé. Ils avaient l'habitude de me traiter de trop sérieuse. Tu travailles tout le temps, disaient-ils. Ils ne m'ont jamais demandé sur quoi je travaillais. Alors quand Noël est arrivé et que Sienna est entrée dans cette maison, rayonnante, souriante, flottant comme la seconde venue de Blanche-Neige, je n'ai pas été surprise qu'ils essaient de protéger l'illusion. Et je n'ai pas été surprise d'entendre comment ils parlaient de moi, comme me l'a raconté Sharon, par bribes, à voix basse, avec prudence, comme si elle savait que cela ferait mal mais qu'elle pensait que je méritais de le savoir. Ils m'ont traité de difficile, que je ne m'entendais jamais bien avec les gens, ils ont dit que je m'enterrais dans des choses sombres, que je vivais dans les hôpitaux et que je parlais comme un robot. Mon frère a apparemment plaisanté en disant que j'étais en gros l'interne de la mort. Quelqu'un d'autre est intervenu en disant que je portais probablement des seringues dans mon sac, que je ne pouvais pas passer 10 minutes sans parler de maladie. Ils ont ri. Ils ont fait passer le vin. Quelqu'un a dit, elle aurait donné l'impression que la fête était un enterrement. Et puis Sienna a vu ma photo. Cette partie, ils ne l'ont pas expliquée. Juste que la pièce est devenue silencieuse. Que Sienna a pâli. Qu'elle a posé son verre et a demandé, « C'est la sœur dont tu me parlais ?» Ce qui a suivi, ils ne l'ont pas dit. Mais je me suis fait une idée. Pour une fois, quelqu'un a vu à travers le scénario, a vu ce que j'avais essayé d'ignorer pendant des années. Et la représentation s'est terminée plus tôt que prévu. Voilà comment j'ai gâché Noël en n'étant pas là. Il s'est écoulé 3 jours avant que je reçoive le message vocal. Ce n'était pas de ma mère ni de mon frère, ni même de mon père, qui n'appelle que lorsqu'il a besoin d'aide pour comprendre les trucs technologiques, alias les emails. C'était de Sienna. Sa voix était plus basse que dans ce souvenir de vidéo Instagram qu'il m'avait envoyé il y a des semaines. Moins polie, moins flottante, plus humaine. Bonjour. Je suis vraiment désolé de vous contacter comme ça. J'ai eu votre numéro par votre tante. J'avais juste besoin de dire quelque chose. J'espère que vous allez bien. Il y a eu une pause, une longue. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas qui vous étiez. Mais j'ai reconnu votre photo. Vous avez soigné ma grand-mère, Alma, il y a des années.
Elle parle encore de vous. Vous n'avez pas abandonné avec elle alors que tous les autres médecins l'avaient fait. Vous avez été gentille. Vous avez été présente. Vous avez tout changé. Une autre pause. Je suis désolé pour ce qui s'est passé et pour ce qui a été dit sur vous. Je n'en avais aucune idée. Je voulais juste que vous sachiez que, je suis parti parce que je ne pouvais plus faire semblant. Je l'ai écouté 2 fois. Puis encore une fois. Et je ne vais pas mentir, je me suis assise là dans ma cuisine, les jambes repliées contre ma poitrine, et j'ai pleuré dans un torchon qui sentait légèrement le romarin et l'eau de javel. Non pas parce que j'étais triste. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'avait vu sans qu'on lui dise comment me voir. Sienna n'a rien demandé. Elle n'a pas suggéré que nous reparlions. Elle l'a simplement reconnu. Et cela m'a semblé plus guérissant que 100 excuses de ma propre famille. Mais, bien sûr, il ne pouvait pas laisser ce silence durer. 2 jours après le message vocal, j'ai reçu un nouvel appel. Cette fois, c'était ma mère. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. J'aurais dû. Elle n'a pas commencé par bonjour, elle s'est simplement lancée directement, comme si nous étions au milieu d'une conversation. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais maintenant ton frère est un désastre. Elle a bloqué son numéro. Elle ne lui parle pas. Et maintenant, elle a publié quelque chose en ligne sur le fait d'être traitée comme une moins que rien par la famille d'une femme qu'elle admire. Il y avait un bruit de fond, un tintement de verre. Soit elle faisait les 100 pas dans la cuisine, soit elle se servait un verre de vin pour la crise. Probablement les deux. Elle a tagué ta photo, a-t-elle ajouté, comme si j'avais commis un crime de guerre. Je l'ai laissé parler. Finalement, elle est arrivée au but, nous avons besoin que tu lui parles. Clarifie simplement qu'il n'y avait aucune mauvaise intention, qu'elle a mal compris. Bien sûr. Parce que j'étais le service des relations publiques maintenant, la spécialiste du contrôle des dommages pour la famille qui n'avait pas pris la peine de me laisser entrer par la porte d'entrée. Tu es en train de ruiner l'avenir de ton frère, a dit ma mère, maintenant plus calme. Son nom est traîné dans la boue dans ces milieux artistiques dont elle fait partie, tu sais, tous ces trucs à New York. Il est blacklisté. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais à cause de l'absurdité. Ils avaient passé des décennies à essayer de me rendre invisible. Maintenant, les conséquences de cette invisibilité avaient enfin affecté quelque chose qui leur importait, leur image. Je n'ai pas répondu. J'ai juste dit que j'y réfléchirais. Je n'y ai pas réfléchi. J'étais trop occupé à lire la publication de Sienna. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas cruel. C'était simplement honnête. Elle a écrit sur la femme qui a sauvé la vie de sa grand-mère, sur la façon dont elle était allée à Noël en espérant de la chaleur et de la connexion, et avait trouvé à la place une famille qui faisait des blagues aux dépens de cette même femme. Une famille qu'il avait dépeinte comme froide, clinique, difficile à aimer. Elle ne m'a pas nommé, mais elle n'a pas eu besoin de le faire. Ses paroles étaient calmes, mais acérées, réfléchies, mais implacables. À la fin, elle a écrit, certaines personnes cachent la cruauté derrière des sourires polis et des lumières de Noël. Mais au moment où j'ai vu cette photo, je me suis souvenu de ce à quoi ressemble la vraie gentillesse, et ce n'était personne assis à cette table. C'est devenu viral dans ces cercles. J'ai vu les j'aime, les partages, les commentaires. Et pour une fois, aucun d'entre eux ne disait que j'étais difficile, ou déprimante, ou lourde. Ils disaient que j'avais de l'importance. Le soir même, j'ai reçu un SMS de mon père. Juste une ligne, tu dois arranger ça. Comme si j'étais celle qui avait tout cassé. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel, cette fois de Dorian. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité l'a emporté. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas dormi. Je ne savais pas qu'elle te connaissait, a-t-il dit. Tu aurais pu dire quelque chose. J'ai regardé le mur. Tu m'as dit de ne pas venir. J'essayais de protéger l'ambiance. L'ambiance, ai-je répété. Il a soupiré. Tu sais ce que je veux dire. Je ne le sais vraiment pas. Une autre pause. Elle est sérieuse, a-t-il finalement dit. Elle a mis fin aux choses. Je ne pense pas que ce soit réparable. Elle a dit que la façon dont nous avons parlé de toi l'a dégoûté. Je n'ai rien dit. Il a continué, j'ai toujours pensé que tu allais bien, que tu n'avais besoin de rien de nous, que tu ne voulais pas faire partie des choses.
Je ne savais pas que tu souffrais. J'ai regardé par la fenêtre. Tu ne voulais pas le savoir, ai-je dit. Silence. Puis, alors tu ne vas pas aider? J'ai souri pour moi-même. Je crois que la vérité s'est débrouillée toute seule. Il a raccroché. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je ne me suis pas réjoui. C'était juste, fini. Quelques heures plus tard, tante Sharon a rappelé. Sienna m'a contacté, a-t-elle dit. Elle m'a demandé ton adresse postale. Elle a dit qu'elle voulait t'envoyer quelque chose. J'ai hésité, puis je la lui ai donnée. La lettre est arrivée 3 jours plus tard, écrite à la main, papier épais, encre légèrement tachée par endroits. À l'intérieur, elle m'a raconté que sa grand-mère faisait encore du yoga 2 fois par semaine, qu'elle marchait encore jusqu'au marché, qu'elle racontait encore l'histoire de la jeune médecin qui l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit « Tu n'as pas encore fini ». Elle m'a remercié, non seulement d'avoir sauvé sa grand-mère, mais de lui avoir montré à quoi ressemble la vraie force. J'ai gardé cette lettre. Je l'ai même encadrée. Je l'ai accrochée juste à côté de mon bureau où je prends mes notes à la fin de la journée. Et pendant que j'archivais la mise à jour d'un autre patient, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir prouver quoi que ce soit. Ni à eux, ni à personne d'autre. Je n'ai pas sauvé une vie pour les félicitations. Je n'ai pas annulé les paiements par vengeance. Je n'ai pas gâché Noël pour régler les comptes. Mais la vérité avait son propre rythme, et cette fois, elle s'est présentée juste à temps. On dit que les familles se rassemblent en temps de crise. La mienne s'est rassemblée pour rédiger un email. Il est arrivé 3 jours après la lettre de Sienna. Objet, remettons les choses à plat. Il était signé par tous les 3, ma mère, mon père et Dorian. Un front uni, comme s'il présentait un projet de groupe. Le ton était celui auquel on pouvait s'attendre de la part de personnes qui pensent que les excuses sont une forme de négociation. Ils n'ont pas vraiment dit qu'ils étaient désolés, pas directement. Au lieu de cela, ils ont reconnu que les émotions avaient débordé et ils regrettaient la façon dont les choses avaient pu être perçues, ce qui, traduit du langage émotionnellement évasif en français, signifie « Nous pensons toujours que nous avons raison, mais nous sommes inquiets des conséquences ». L'email continuait en disant que toute la situation de Noël était devenue incontrôlable, et que peut-être tout le monde pourrait bénéficier d'un nouveau départ. Ils ont suggéré un brunch familial, terrain neutre, discussion à cœur ouvert. De plus, et ceci était enfoui environ 3 paragraphes plus bas, il m'apprécierait que je contacte Sienna et lui demande de supprimer sa publication. Parce que, apparemment, le brunch était conditionné au fait que je restaure la réputation de Dorian. Je n'ai pas répondu. Pas à ça non plus. Même pas avec un GIF sarcastique. J'ai attendu. Parce que s'il y a une chose pour laquelle ma famille est nulle, c'est la patience. Et juste à temps, l'escalade est arrivée. D'abord, c'est mon père qui a appelé l'un de mes collègues, quelqu'un qu'il avait rencontré lors d'une collecte de fonds une fois, et lui a demandé s'il pouvait intercéder en ma faveur sur la façon dont j'avais agi de façon un peu émotionnellement instable ces derniers temps. Oui, il a essayé de manipuler un administrateur de l'hôpital pour qu'il pense que sa fille adulte avait besoin d'une supervision parce que son fils s'était fait larguer. Heureusement, l'administrateur m'a appelé immédiatement, horrifié, et s'est excusé. Donc ce pont a allumé une allumette et s'est éloigné. Ensuite, il y a eu les SMS de groupe à la famille élargie, des versions triées sur le volet des événements, sans mentionner qu'il m'avait exclu, sans mentionner ce qui avait été dit sur moi, juste un tas de « elle est en train de détruire la famille et nous sommes tellement inquiets pour son état mental ». Ça a presque fonctionné. J'ai reçu 2 SMS de pitié de cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. L'un m'a même offert un bon pour une retraite de yoga, au cas où tu traversais quelque chose. Le dernier geste a été le plus désespéré, une visite. J'étais à la maison un dimanche après-midi quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai regardé par le Judas et, bien sûr, c'était eux, mes parents et Dorian. J'ai ouvert la porte et je me suis appuyé contre le cadre, les bras croisés. « On veut juste parler », a dit ma mère. Je les ai laissés entrer. Non pas parce que je le voulais, mais simplement parce que j'avais besoin d'entendre à quel point ils pouvaient tomber bas. Ils se sont assis comme s'il s'agissait d'une sorte d'intervention. Mon père a parlé en premier. « Nous t'avons élevé. Nous avons tout payé pendant que tu grandissais. Tu es là où tu es grâce à nos sacrifices. » Ah oui, le vieil argument de l'investissement. Ma mère a enchaîné avec « Nous avons commis des erreurs, mais tu nous as déjà assez punis. »
Il est temps d'arrêter. Et puis, Dorian, tu es le seul qui puisse arranger ça. Elle t'écoutera. Je les ai laissés en suspens pendant un moment, puis je me suis levé et j'ai marché jusqu'à mon bureau. J'ai ouvert le tiroir où je gardais tous les relevés, les paiements que j'avais effectués, les réparations que j'avais couvertes, le soutien hypothécaire, le fonds pour la voiture, la fois où je leur avais prêté 3000 $ pour cette chirurgie dentaire d'urgence pour laquelle personne ne m'avait remercié. J'ai posé les impressions comme des preuves dans une salle d'audience. Vous voulez parler de qui doit quoi, ai-je dit. Parce que je peux calculer les intérêts si vous voulez. Mon père est devenu rouge. Il ne s'agit pas de ça. Bien sûr que non, ai-je dit. Parce que quand je donne, c'est attendu. Mais quand je dis non, je suis soudainement ingrate. La voix de ma mère s'est un peu brisée. Nous sommes une famille. Et vous avez clairement indiqué que je n'étais pas invité à en faire partie, ai-je dit. Vous m'avez exclu, vous vous êtes moqué de moi, vous avez menti sur moi. Et maintenant que l'image est mauvaise, je redeviens importante. Dorian s'est levée. Elle est toujours amoureuse de moi. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Il ne s'agissait pas de toi. J'ai cligné des yeux. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour ne pas rire. Mais au lieu de cela, j'ai simplement incliné la tête. Tu crois vraiment qu'elle t'a quitté parce qu'elle ne pouvait pas te résister, ai-je demandé. Pas parce que tu as laissé une pièce pleine de gens se moquer de la médecin qui a sauvé la vie de sa grand-mère? Silence. Voilà, ai-je dit. Maintenant je le sais. Elle me l'a dit. Elle m'a envoyé une lettre. Il s'avère que les gens se souviennent de qui est présent quand ça compte. Ma mère a baissé les yeux. Mon père a serré la mâchoire. Dorian s'est rassis lentement, comme s'il réalisait enfin que le spectacle était terminé. Je ne demande rien, ai-je dit, maintenant plus calme. Mais je n'offre plus rien non plus. Ni pardon, ni argent, ni silence. Ils sont partis sans dire un mot de plus. C'était il y a 2 mois. Depuis, j'ai appris par Sharon que Dorian avait emménagé chez un ami, que ses petits boulots s'étaient taris, que son nom n'ouvrait plus les portes comme avant. Mes parents ont mis la maison en vente, apparemment, ils ne pouvaient plus payer l'hypothèque. Ils louent maintenant, un endroit plus petit, avec moins de chambres d'amis. Je n'ai rien fait de tout cela. Ils l'ont fait. Ils ont construit un héritage sur le favoritisme, le manque de respect et la commodité. Et quand il s'est effondré, ils ont cherché quelqu'un à blâmer. Cette fois, je ne suis pas intervenu pour arranger les choses. Et c'est ce qui a fait toute la différence. L'autre jour, je suis entré dans mon bureau et j'ai trouvé un petit paquet sur mon bureau. Pas de notes, juste une boîte de chocolat et un post-it avec un petit dessin de soleil. Je savais de qui c'était. Et pour une fois, je me suis autorisé à le ressentir, la paix. Pas la vengeance, pas la satisfaction, juste le soulagement silencieux de n'avoir plus rien à prouver. Je ne sais pas s'ils s'excuseront un jour. Mais je sais que je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai construit une vie qu'ils ne comprennent toujours pas. Et c'est le seul endroit où ils ne peuvent pas me suivre. Non pas parce que je les ai exclus, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à appeler. Cela fait 1 an. J'ai bloqué leurs numéros, leurs emails, même le groupe de discussion dont je n'ai jamais vraiment fait partie. Pas par dépit, juste pour la paix. Parce que parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour soi-même est d'imposer un silence qu'ils ne peuvent pas interrompre. Je n'ai pas coupé les ponts du jour au lendemain. Mais une fois que j'ai vu les choses clairement, je n'ai jamais regardé en arrière. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec quelqu'un, non pas par colère, mais parce qu'il ne vous a laissé aucun autre choix? Racontez-moi dans les commentaires. Je vous écoute. Et si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner.